Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Café Lecture du réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRC Grand Ouest. Avant de commencer, j'aimerais vous préciser quelques points. Concernant l'audio, vous avez deux choix, l'audio ordinateur ou l'appel téléphonique. Dans votre panneau de commande sur la droite de votre écran, cliquez tout simplement sur l'option de votre choix pour activer l'audio ordinateur ou composer le numéro de téléphone. Vous avez rejoint le webinaire en écoute seule, mais vous avez la possibilité de poser vos questions à n'importe quel moment en la saisissant dans le menu « Questions » du panneau de commande. Nous les consulterons et y répondrons lors de la session questions-réponses en fin de webinaire. Le webinaire est enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Vos questions impliqueront la diffusion de votre nom, prénom, fonction et de toute autre donnée que vous communiqueriez à cette occasion. En conséquence, vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion de ces données. Les informations associées aux droits d'enregistrement sont détaillées dans le document partagé « Autorisation webinaire » que nous vous invitons à télécharger. À présent, j'ai le plaisir de laisser la parole à Luc Fay, technicien de laboratoire à l'ICO. Oui, donc bonjour. Donc, je suis Luc Fay, je suis technicien de laboratoire au Centre Paul Papin, l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers, et je travaille à la plateforme de génétique moléculaire INCA. Donc, en septembre 2007, il a été créé une commission de recherche paramédicale au centre qui se veut en fait représentative de toutes les disciplines paramédicales. Donc, elle est composée de techniciens de laboratoire, d'infirmières, de manipulateurs radio, d'aides-soignantes, de kinésithérapeutes aussi. Et en 2017-2018, du coup, j'ai participé en fait à un DU de recherche paramédicale sur Angers. Donc, notre sujet de recherche au sein de la commission, ça a été en fait d'évaluer un programme de préhabilitation au centre, puisqu'en fait, un médecin, anesthésiste, le docteur François Boré, a décidé de mettre en place un programme de préhabilitation au centre, en fait, pour améliorer la condition physique des patients après chirurgie digestive et gynécologique lourde, donc supérieure à 3 heures. Et le rôle de la commission donc, a été d'évaluer ce programme multidisciplinaire et basé du coup sur des disciplines paramédicales, puisqu'elle regroupe la kinésithérapie, l'activité physique adaptée, la nutrition et la prise en charge psychosociale. Et le but, donc, c'est d'évaluer ce programme dans le but, en fait, de pouvoir le valoriser et plus tard, peut-être communiquer, en fait, sur les avancées de ce programme. Donc, pour cela, en avril 2018, on a déposé une lettre d'intention qui a été acceptée. Et en fait, en septembre 2018, on a donc déposé, en fait, une demande de PHRIP. Donc, au niveau du bilan de la bibliographie, j'ai pour habitude en fait de commencer d'abord en regardant les revues récentes, puisqu'elles vont permettre de faire un état des travaux et des recherches déjà effectuées, donc d'établir les bases connues afin d'identifier également les méthodologies dans les précédents travaux. Mais c'est surtout en fait pour définir le caractère innovant de notre recherche, puisqu'en fait on va regarder si notre recherche a vraiment un caractère à part ou un peu spécifique. Et on peut également, après l'étude des revues, en fait, regarder quels sont les axes qui pourraient être approfondis. Et donc, du coup, définir un cadre de recherche complémentaire ou alors de confirmer ou d'infirmer certains résultats obtenus. Donc, il faut quand même faire attention puisqu'il y a un biais, en fait, le biais des revues qui peut être sujet, en fait, dû à l'objectivité des auteurs. Et puis, les revues peuvent être aussi un peu synthétiques et peut-être aussi un peu réductives au niveau des résultats. Donc les autres supports pour construire la bibliographie, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'en fait on l'a déjà vu dans les anciens cafés lecture. Donc il y a les publications, il peut y avoir les résumés ou les posters, ou alors on a eu également la chance en fait d'avoir une formation en ligne, donc un programme MOOC sur la réhabilitation améliorée après chirurgie. Il existe aussi des recommandations d'experts. Donc par exemple sur le sujet de la RAC, donc la réhabilitation améliorée après chirurgie. L'HAS a publié en fait un rapport d'orientation en juin 2016 dans lequel il précise en fait tous les avancées actuelles et tous les futurs points en fait qui pourraient être approfondis
pour de futures études, et notamment le taux de compliance et d'observance. Donc le taux de compliance, ça va être est-ce que les patients vont bien suivre en fait tous les programmes qui vont être définis, et ça tient tout son sens puisque les programmes de préhabilitation sont souvent longs, puisqu'ils vont demander en fait l'application du patient pendant 4 à 6 semaines, et donc il faut s'assurer avant de proposer le programme que les patients vont pouvoir le suivre et vont le suivre complètement. Donc c'est là-dessus que j'ai choisi mon article. Donc, j'ai choisi un article justement qui allait traiter du taux de compliance. Donc, c'est un article en fait qui date de 2016 et qui va parler des effets de la préhabilitation dans les cancers gastro-œsophagiens. Donc, cet article, il a été publié en fait dans le journal BMJ. C'est un journal avec un impact facteur de 2,4, donc qui est assez élevé en fait pour la recherche en soins, sachant que le facteur d'impact va dépendre du domaine d'étude. C'est un article en open access, donc en accès libre, et c'est également un article purement protocole que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'avantage, c'est qu'il y avait deux intérêts du coup à l'article, c'était qu'il parlait du taux de compliance qui nous intéressait, mais également aussi de la méthodologie qui a été définie. Donc c'est purement méthodologique. Donc pour analyser l'article, on peut se servir de grilles de lecture. Donc il existe des grilles standardisées, en fait des grilles faites par l'ANAES ou par des grilles consortes, ou alors également des grilles maison. Et comme on était en fait à l'époque dans l'écriture du PHRIP et l'écriture de mon mémoire pour le DU, en fait j'avais besoin d'analyser l'article avec le plan type du PHRIP. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va reprendre en fait les différents points du plan type PHRIP et puis on va regarder en fait quels sont les différents paramètres ou les items en fait de l'article. Donc tout d'abord, en fait, quelle est la justification de l'étude? Donc en fait, la justification de l'étude, ça va être de décrire le domaine de la recherche et des connaissances actuelles. Donc au niveau de l'article, il parle des cancers gastro-œsophagiens et il s'intéresse en fait au traitement par chimiothérapie avant chirurgie et après chirurgie de ces cancers. Et il s'avère que dans les différentes publications déjà parues, 70% des patients n'ont pas suivi complètement leur programme de chimiothérapie, dû aux complications post-opératoires. La question de recherche de l'article, c'était est-ce que la préhabilitation pourrait diminuer ces complications post-opératoires et ainsi permettre d'augmenter le nombre de patients réalisant le programme complet. Le caractère innovant de l'étude, c'est que c'est la population cible, puisque d'après les auteurs, il n'y avait pas d'autres études sur ce sujet, sur cette localisation de cancer gastro-œsophagien. D'où l'importance du sujet et la pertinence de l'étude. Au niveau de la justification de l'étude, quels sont les choix méthodologiques qui ont été pris en compte? Donc, c'est une étude interventionnelle, une étude prospective. Elle est multicentrique il y a 4 centres en fait en France qui vont faire partie de l'étude. Elle est contrôlée, randomisée. C'est une étude de non-infériorité et c'est par contre une étude ouverte puisqu'elle ne peut pas être faite en double aveugle, étant donné qu'on va proposer un programme aux patients et que c'est pas possible de le faire du coup en aveugle. Donc c'est une étude de haut niveau de preuve puisqu'elle va faire partie en fait du haut de la pyramide. Au niveau du plan PHRIP, donc les objectifs et les critères de jugement. Donc l'objectif principal de l'article était en fait de connaître le taux de compliance, donc le taux de patients qui allaient suivre le programme complet de chimiothérapie avec la préhabilitation versus le groupe contrôle. Donc le principal critère de jugement, le critère de jugement principal, ça va être de comparer les pourcentages des deux groupes. Et ensuite, les différents objectifs secondaires et critères de jugement, en fait, je les ai réunis dans un tableau. Donc ça, c'est Émilie qui m'avait proposé de faire un tableau comme ça lors de mon début. En fait, c'est de mettre tous les objectifs secondaires d'un côté et de mettre en face les critères de jugement afin de savoir en fait si tous les objectifs secondaires ont bien en fait un critère de jugement qui leur correspond. Et en fait, on remarque également que dans les critères secondaires, on retrouve bien en fait tous les différents paramètres de la préhabilitation. Puisqu'en fait, la préhabilitation, on l'a dit tout à l'heure, ça va être multidisciplinaire. Et donc, on va bien retrouver les différents paramètres que sont la prise en charge nutritionnelle, psychologique. Voilà. Donc, au niveau du design de l'étude, dans l'article, en fait, on va avoir un diagramme de flux ou un flowchart. Donc, le diagramme de flux va permettre, en fait, de façon visuelle, de voir tout de suite, en fait, quelle est
quelle va être en fait la prise en charge des patients. Donc on a en fait dans le premier encadrement, on a l'inclusion des patients. Donc quels sont les patients éligibles en fait à cette étude. Ensuite, on a les différents critères de non-inclusion qui sont importants. On voit que les patients vont être randomisés en deux groupes, un groupe de préhabilitation et un groupe contrôle. Les principaux exercices qui vont être pratiqués dans ces deux groupes en fait apparaissent ici. Et on a en fait à la fin, on retrouve en fait l'objectif principal de l'étude qui est le taux de compliance en fait des patients. Donc du coup, le flowchart en fait permet également de voir si on peut parler de la validité interne de l'étude. Donc ça, on ne voit pas tous les biais, mais on peut voir quelques biais, et notamment en fait les biais de sélection, puisque en fait si les groupes ne sont pas du tout comparables, on va parler de biais de sélection. Le biais de sélection ici, on voit qu'il est maîtrisé par la randomisation. On peut également avoir le biais de confusion. Le biais de confusion, c'est est-ce que les effets observés sont bien dus au traitement proposé ou au traitement qu'on veut étudier et pas à un autre facteur intervenant. Donc le biais de confusion, il va être maîtrisé dans l'étude par le groupe contrôle. Et ensuite, on aura également le biais d'attrition, c'est-à-dire est-ce que comment vont être gérées toutes les données manquantes, et donc du coup ici, les données manquantes seront gérées par une analyse en intention de traiter, qu'on verra tout à l'heure. Donc la population étudiée, la population cible, c'est ce qui fait la pertinence de l'étude. Il s'agit de cancer gastro-œsophagien. Donc pour le calcul du nombre de patients nécessaires, en fait, ils se sont basés sur des travaux antérieurs, puisqu'ils savaient déjà que dans ce genre de programme, seulement 30% des patients le suivent complètement. Donc l'hypothèse qu'ils ont formulée pour calculer leur nombre de patients est qu'il y aurait une différence de 30% entre les deux groupes, donc entre le groupe de préhabilitation et le groupe contrôle. Et ils ont fixé un risque alpha à 5% et une puissance bêta à 90%, ce qui est très bien. Et du coup, ils ont fait un calcul, il leur faudrait 56 patients nécessaires. Donc dans l'étude, ils ont choisi d'inclure 120 patients au total, répartis sur les 4 centres, soit 60 patients dans le groupe expérimental et 60 patients dans le groupe contrôle. Donc on voit que la population étudiée est très représentative et adaptée en fait aux critères principaux, l'objectif principal de l'étude. Et du coup, c'est très faisable puisque sur les 4 centres, ils arriveront à inclure leurs 120 patients. Là, c'était pour revoir aussi les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, c'est pareil, on remet sous forme de tableau. Et la question, est-ce que les critères d'inclusion et d'exclusion sont pertinents? Donc, là, on suit, puisqu'on parle de traitement par chimiothérapie. Donc, tous les patients inclus auront de la chimiothérapie. Au niveau du déroulement de l'étude, en fait, on a en fait ce schéma, ce tableau en fait récapitulatif des investigations. Donc sur la gauche, en fait, on va avoir tous les tests en fait qui vont être faits au cours de l'étude et du coup, ça permet de le voir c'est un schéma simple et visuel qui permet tout de suite de voir en fait tout le déroulement de l'étude. Par contre, ce qui manque un peu à mon goût, c'est qu'au niveau de l'inclusion, il manquait un peu des temps. C'est-à-dire, on ne sait pas en fait quels vont être les délais entre le temps d'inclusion jusqu'à la fin de l'étude. Au niveau de la durée d'étude aussi, est-ce que la durée va être adaptée en fait à l'objectif principal? Donc, dans le papier, il prévoit 18 mois d'inclusion, donc ce qui est aussi faisable. Par contre, en fait, on n'a pas d'indication sur la durée totale de l'étude, donc avec le temps maximal de participation des patients à l'étude. Donc ensuite, au niveau des analyses statistiques, en fait, donc, ils vont analyser en fait en intention de traiter. Donc l'analyse en intention de traiter va prendre en compte justement tous les patients inclus dans l'étude, qu'ils aient ou pas reçu leur traitement au final. Donc du coup, pour le taux de compliance, on est vraiment dans ce qu'il fallait, puisqu'on va parler de la réalité clinique. La réalité clinique va bien être prise en compte par eux. Ensuite, ils vont également faire une analyse intermédiaire à mi-inclusion, puisque dès les 60 premiers patients inclus, ils vont aller analyser en fait les premiers résultats. La question, c'est est-ce que les tests décrits permettent-ils de répondre correctement aux critères de jugement? Là, j'avoue que ça m'a parlé un peu chinois, parce qu'en fait, il parle de régression de Cox, de Fisher, de Sneddon, de tests de Shapiro-Wilk. Et en fait, je ne suis pas statisticien et c'est vrai que c'est un métier à part, donc il ne faut pas hésiter en fait à aller se rapprocher en fait d'un statisticien
pour voir en fait si tous ces tests en fait permettent bien de répondre à ces critères de jugement. Ensuite, on a les aspects administratifs et réglementaires aussi qui sont décrits dans le papier. Donc, ils ont bien fait une demande en fait au niveau du comité de protection des personnes. Ils ont bien déclaré ça aussi à l'ANSM, à l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Donc, tout a l'air en règle. Et ensuite, au niveau des résultats et des conclusions, donc c'est un article un peu particulier que j'avais choisi. En fait, il n'y a pas de résultats décrits dans l'article. Donc, c'était une manière de montrer qu'en fait, on pouvait publier des articles sans avoir de résultats, puisqu'ils ont publié ça en fait de manière dans une revue spécifiquement pour le protocole. Ensuite, avec le numéro de l'essai en fait d'enregistrement, on peut aller sur le site de clinical.gouv et récupérer en fait, voir en fait où en est l'étude. Donc là, en fait, le recrutement, ils disent qu'on est toujours en statut de recrutement, que les premiers résultats étaient attendus pour mars 2018, mais que pour le moment, en fait, aucun résultat n'a été posté sur le site. Donc, voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop vite. Je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, pas des questions. Merci à Luc Fay pour cette présentation. Nous allons maintenant répondre aux questions posées par les participants. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions en les saisissant dans le menu questions de votre panneau de commande. Nous allons donc débuter avec notre première question. Quelle est la revue de publication du protocole? Quelle est la revue du coup? C'était BMJ, donc c'était... Oui, je suis perdu. Si, c'était l'article BMJ. J'ai pas très bien compris la question, je suis désolé. Oui, c'était ça, c'était un BMJ Open en fait. Merci. Nous avons une autre question. En quoi cette étude diffère de l'étude que vous avez mise en place et en quoi vous a-t-elle aidé? Donc en fait, cette étude, au départ, moi, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas du tout pensé quand on a commencé à regarder comment évaluer notre programme de préhabilitation au taux de compliance, puisque c'est quelque chose qui paraît très... enfin, au début, c'est vraiment une idée qui nous était pas venue à l'idée. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a rajouté après dans les objectifs secondaires. C'est que, voilà, donc du coup, nous, on a rajouté en fait dans les objectifs secondaires, d'aller regarder vraiment le taux. Je suis désolé, ça fait bizarre de parler à un écran vide. Voilà, donc du coup, c'était vraiment ça. C'était qu'au début, cette idée de compliance, en fait, nous était vraiment pas mise à l'esprit. Et en fait, on l'a inclus dans notre protocole de PHRIP en tant qu'objectif secondaire. Et l'article, en fait, moi, je l'avais surtout choisi au niveau du protocole parce que comme j'étais dans l'écriture, je ne savais pas en fait exactement qu'est-ce qu'il fallait mettre dans chaque protocole, dans chaque item du protocole de PHRIP. J'avais du mal en fait à définir en fait, par exemple, la justification de l'étude, qu'est-ce qu'il fallait que je remplisse. Et donc cet article-là, en fait, m'a permis de reprendre les idées, d'essayer de les remettre et de pouvoir après réécrire notre protocole en fait en fonction. Mais c'était surtout le taux de compliance aussi qu'on a rajouté après dans les objectifs secondaires. Je ne sais pas si je réponds bien aux questions. Oui, merci. Alors, nous avons une autre question. Est-il rare de poster les résultats sur Clinical Trial, à mon sens? Alors ça, j'avoue que je sais pareil. Moi, ça fait pas longtemps, ça fait que ça va faire 1 an, donc je suis tout jeune un peu dans la recherche paramédicale. Par contre, c'est vrai qu'on en avait parlé, nous, pendant le début, qu'en fait, sur cet essai-là, sur les essais, à partir du moment où ils sont enregistrés, il peut y avoir les résultats. Alors, je sais pas. Après, j'ai regardé effectivement s'il y avait d'autres publications, en fait, à la suite de cet article, en fait, qui auraient pu aussi montrer les résultats. Alors, je ne sais pas si Clinical Trio est vraiment mis à jour. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Merci. Nous avons encore des questions qui arrivent. Merci à vous. Vous parlez de critères d'exclusion. Je croyais qu'on disait plutôt non-inclusion, mais c'est peut-être dans un autre cadre. Je crois que les deux se disent, mais c'est pareil, Émilie, je ne sais pas comment tu... Je pense que les deux se disent, en fait, critères d'exclusion ou de non-inclusion. Mais c'est vrai que le terme le plus juste, c'est non-inclusion, je pense. Merci. Une autre question. Pourquoi une déclaration à l'ANSM? Ah bah, j'avoue que c'est pareil, c'est une très bonne question. Donc, je ne sais pas trop non plus. C'est par rapport à l'assurance Ouais. de l'essai.
Je ne sais pas si vous entendez Émilie. En fait, Émilie à côté mail. En fait, ça serait par rapport aux assurances en fait de l'essai. Au niveau des assurances. On entend. Merci. Nous avons encore quelques minutes si vous avez encore des questions à poser. Alors, si l'étude a commencé, quel est votre taux d'inclusion? Donc au niveau de notre étude, elle n'a pas encore commencé en fait. Ils sont en train de mettre en place du coup le programme de préhabilitation. Donc ça n'a pas démarré et on est en attente aussi du PHRIP. Comme ça, dès que l'étude aura démarré, on sait qu'on pourra directement commencer notre évaluation. Mais pour le moment, c'est encore en cours de finalisation. Merci. On va rester en ligne encore 1 ou 2 minutes si jamais d'autres personnes ont des questions et puis on va conclure. Voilà, je pense que toutes les questions ont été posées. N'hésitez pas. Vous avez les coordonnées de Luc à l'écran. Donc, merci à Luc Fay et merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. En quittant le webinaire, vous allez recevoir une brève enquête et nous serions très reconnaissants de prendre le temps d'y répondre. Vous allez également recevoir un email de suivi sous 24 heures contenant un lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Au nom du réseau Recherche et Innovation Paramédicale du GIRSI Grand Ouest et de notre présentateur, je vous remercie d'avoir participé au webinaire et vous souhaite une bonne journée.